Grand 2, la guerre totale, un tournant dans l'histoire. Grand A au front, tenir et détruire. Après une courte période de guerre de mouvement, extrêmement meurtrière à l'été-automne 1914, où Français et Allemands essayent mutuellement de se déborder jusqu'à atteindre la mer du Nord, commence une guerre de position qui durera jusqu'au printemps 1918. La guerre, dite de tranchées, donne la primauté à la défense. La première ligne, en contact quasi direct avec l'ennemi, est reliée aux autres lignes de défense par des boyaux de communication, permettant d'acheminer ravitaillement et munitions. Le soldat doit travailler quotidiennement à l'entretien de ce vaste réseau de protection. Il faut sans arrêt lutter contre les éboulements de terre provoqués par les pluies et les bombardements. Ainsi, l'outil que va utiliser en priorité le poilu n'est pas son fusil, mais la pelle. Le no man's land étant parfois limité à quelques dizaines de mètres, le no man's land, c'est la portion de territoire qui sépare les deux premières lignes adverses. La mise en place d'un puissant système de barbelés est indispensable pour empêcher la percée de l'ennemi. Il doit ralentir, ce système de barbelés vise donc à ralentir une percée adverse. Les points d'observation avec des périscopes et des cagnards sont aménagés tout au long de la première ligne. Les premiers ennemis sont donc l'harassement lié à un travail pénible, toujours risqué, des conditions climatiques rendues encore plus rugueuses par l'affaiblissement des corps dû à la faim et aux parasites. Effectivement, les rats, les poux, les puces prospèrent dans cet enfer, aux conditions sanitaires particulièrement précaires. Aux questions physiques s'ajoutent les blessures psychologiques. Les trop rares permissions ne permettent pas aux soldats de sortir de cet univers dévasté et profondément anormal et immoral. On assiste dans cet espace à l'inversion totale des règles sociales imprimées depuis la plus tendre enfance par l'école, l'église ou les valeurs familiales. Les combattants sont coupés de leur sphère familiale et amicale, de leurs racines villageoises et s'inquiètent du sort des leurs qui doivent organiser leur vie sans eux. Seule une correspondance ténue, seule une correspondance abondante entre l'arrière et le front permet de faire tenir les soldats en leur rappelant à leur devoir, qui est d'abord de protéger leur famille et leur foyer. Pour ceux qui n'ont pas de famille, l'État met en place des marraines de guerre qui les encouragent et empêchent un découragement psychologique. Les attaques peuvent être ponctuelles, mais se concentrent le plus souvent lors de batailles se déroulant sur des points précis du front. Elles peuvent alors durer plusieurs mois, le chemin des Dames, par exemple, du 16 avril au 23 octobre 1917, la plus célèbre étant la bataille de Verdun, car elle fut la plus meurtrière. Elle se déroula entre le 21 février et le 19 décembre 1916. L'artillerie est utilisée de façon massive pour préparer les offensives de fantassins attaquant par vagues d'assaut. Les innovations se multiplient alors pour percer le système défensif, car ces vagues d'assaut s'avèrent particulièrement inefficaces et meurtrières. Les soldats se demandaient même si leurs généraux n'étaient pas en fait des agents de l'ennemi qui les envoyaient exprès à la mort afin de favoriser la victoire finale de l'ennemi, la victoire finale de l'adversaire. Sur Terre, les Français inventent les chars, ces véhicules blindés dont les premières utilisations ne sont pas couronnées de succès. Sur Terre, les Français inventent les chars dont l'invention n'est pas couronnée de succès, puisque leurs premiers essais lors de la bataille du chemin des Dames s'avèrent particulièrement calamiteuses. Les Allemands utilisent les premiers gaz de combat qui, au-delà de leur efficacité réduite, sèment la terreur et marquent les consciences des combattants. Les tactiques d'infiltration se substituent progressivement aux offensives massives à partir de l'automne 1917. Mais la guerre se déplace aussi sous la terre avec le creusement de sapes servant à placer des charges explosives pour détruire la tranchée adverse. L'écoute avec des stéthoscopes et la contre-sape doivent permettre de se protéger des infiltrations souterraines. La voie des airs est aussi utilisée, ballons et zeppelins composant des cibles trop faciles à atteindre. L'aviation, invention très récente, est utilisée pour procéder à des observations mais aussi au premier bombardement de l'histoire. La guerre prend une autre dimension en
en déterritorialisation, en déterritorialisant le champ de bataille. Pour approvisionner le front en armes, il faut faire tourner les usines qui ont besoin de matières premières provenant parfois de contrées très lointaines. Les premiers bombardements à longue distance sont opérés par les Allemands avec la Grosse Bertha, certes peu précise mais qui terrifie la population parisienne. La France a perdu les régions du nord et de l'est, fort riches en charbon et fer. Elle a donc recours aux colonies pour lui fournir les matières premières indispensables à l'activité de l'industrie sidérurgique. Pour lutter contre la supériorité maritime des Alliés, qui acheminent hommes et marchandises de leurs possessions ultramarines, les Allemands procèdent à une guerre sous-marine avec les fameux U-boats qui ont pour but de couler les bateaux de marchandises. Cette guerre sous-marine marque une nouvelle étape dans la technologie de la guerre. On assiste donc à une guerre logistique, une guerre psychologique au-delà de l'affrontement sur le front.